nous, en tant qu'assureurs et le monde de l'assurance en règle générale, on continue à croire que les compagnies d'assurance vendent des contrats d'assurance. Moi, je pense que c'est faux, parce que les contrats deviennent secondaires. Ce qui compte désormais, ce sont plutôt les données, les services, les plateformes, l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser dans tous les domaines. Et dans 20 ans, il faut le dire, hein, les leaders de la protection ne seront peut-être plus les assureurs traditionnels. Bonjour à tous et bienvenue. Les compagnies d'assurance, c'est terminé. C'est le tout petit éléphant noir dont nous allons parler aujourd'hui. Plus exactement, la fin de celles qui ne deviendront pas des entreprises de technologie avant tout. Et en plus, attendez-vous à des punchlines et des convictions assumées et abouties qui vont peut-être un petit peu vous ébranler. Car mon invité en est certain, les assureurs vont devenir de simples couches métiers de plateformes technologiques bien plus vastes. Ils vont aussi devoir apprendre à vivre en arrière-plan car le contact client sera avant tout réalisé par des IA, bref, de la tech, de la data et du futur partout. Et cerise sur le gâteau, sa vision ne se limite pas à l'assurance et il pense que nous fonçons tout droit vers un monde décloisonné et que cela aussi va bouleverser l'assurance. Alors, qui est donc cet invité capable de délivrer un épisode ultra riche? C'est une personnalité de l'assurance et des réseaux sociaux. Soufi, qui est le CEO de Masservie, la première compagnie privée spécialisée dans l'assurance de personnes en Algérie. Mais surtout, au-delà de ses compétences, de sa vision, Hakim, pour moi, c'est aussi une certaine définition de l'enthousiasme. Passionné de tech, qui croit fermement dans le futur, qui prend un grand plaisir à faire une veille de qualité qu'il partage sur les réseaux. Bonjour Hakim. Salut, comment ça va? Merci Frédéric, merci beaucoup de cette invitation je souhaite vraiment longue vie à ton podcast vidéo et audio et qui nous délivre des choses rafraîchissantes dans le domaine de l'assurance. Merci mille fois et bonjour à tous les auditeurs et à tous ceux qui sont en train de voir ce podcast et à qui on va essayer de faire plaisir et de faire comprendre notre vision à notre modeste niveau. Super, merci beaucoup, Hakim. Alors, on va commencer par rappeler ce qu'est un éléphant noir. Donc, le signe noir, c'est l'imprévisible. L'éléphant dans la pièce, c'est l'évidence qu'on ignore. L'éléphant noir, c'est le croisement des deux. Une rupture massive, visible, documentée, mais que les organisations refusent encore de traiter sérieusement parce qu'elle oblige à changer de modèle. Je suis Frédéric Panchaud, spécialiste de la transformation à l'intersection de l'assurance, de la santé, de la protection sociale et des ruptures technologiques. Voilà. Alors, Hakim, est-ce que tu pourrais essayer de nous résumer en une minute, je sais que ce n'est pas facile, quel est l'éléphant noir dont tu veux nous parler et qu'est-ce que tu vois arriver et pourquoi le marché le sous-estime? Explique-nous. Alors, mon éléphant noir est somme toute très simple, hein. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en tant qu'assureurs et le monde de l'assurance en règle générale, on continue à croire que les compagnies d'assurance vendent des contrats d'assurance. Moi, je pense que c'est faux, parce que les contrats deviennent secondaires. Ce qui compte désormais, ce sont plutôt les données, les services, les plateformes, l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser dans tous les domaines. Et dans 20 ans, il faut le dire, hein, les leaders de la protection ne seront peut-être plus les assureurs traditionnels. Ce seront des entreprises qui seront capables d'accompagner un individu depuis sa naissance jusqu'à sa retraite à travers une plateforme unique. L'assurance ne disparaîtra pas en tant que telle, mais elle va absorber la santé, l'assistance, la mobilité, l'épargne, la prévention et évidemment tout ça sous couvert de l'intelligence artificielle, plus tard de l'informatique quantique, mais ça c'est très loin dans le cadre du chiffrement, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la révolution a déjà commencé. Et en règle générale, l'éléphant noir, ce que moi je pense en particulier, c'est que il faut que c'est la non-prise de conscience de la part de beaucoup d'assureurs qui croient que l'assurance est toujours le papier, mais qu'en fait, c'est totalement autre chose. Avant, c'était les clients, maintenant, c'est plus les clients, c'est la donnée à travers le client. Ça peut paraître dramatique parce que c'est une forme de suivi, tu vois, mais en soi, quand tu sais utiliser la technologie, quand tu l'intègres dans tes processus, dans ton architecture informatique au sein de ton entreprise, c'est quelque chose qui arrive à résumer la raison d'être de l'assurance, c'est d'accompagner le client.
Ok, super, très clair. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous décrire un peu les grandes étapes de ton parcours, nous dire comment est-ce que tu es arrivé là, et peut-être aussi, du coup, illustrer comment est-ce que tu en es arrivé à avoir cette Alors, vision du livre noir? bon, moi, ça fait quand même un peu de temps que je roule ma bosse dans le métier. C'est que ça fait quand même 25 ans depuis que je suis sorti de l'École nationale d'administration que j'ai fait mon MBA. Et ça, c'était un choix et ça a été un luxe pour moi. Hein. Ça a été un choix de faire un MBA en marketing des marques de luxe. Et, euh, et l'idée, enfin, le concept, c'est que depuis 25 ans, moi, je suis rentré dans les assurances dans les années, fin des années 90. Et on était dans un passage qui a été doux pour moi, qui a été doux. Je t'explique. Au début, c'est-à-dire jusqu'à la fin des années 90, l'assurance était vraiment la police d'assurance classique, c'est-à-dire le contrat, le client qu'on allait chercher, avec qui on parlait au début, puis qu'on revoyait à la fin d'année, enfin en fin de cycle du contrat pour faire le renouvellement, etc. Donc ça a été une partie de ma vie, de ma carrière où j'ai fait du commercial. Et bon, je voyais qu'il y avait des choses qui changeaient, qui évoluaient. Pourquoi je te dis que c'était doux? Parce que il y avait encore les balbutiements. Enfin, on venait de rentrer dans les balbutiements de l'informatique au sein des entreprises. C'est-à-dire que, bon, on avait un site web. À l'époque, à la fin des années 90, c'était début 2000, c'était un peu Facebook. Et puis, même dans le marketing, on disait, ouais, se mettre sur Facebook, c'est pas sérieux pour une compagnie d'assurance. On a vu après que c'était l'un des canaux les plus importants. Bon, bref. Donc, ça commençait à rentrer dans les mœurs assurantielles, entre guillemets. Et puis, au fur et à mesure, sur la, au milieu de ma carrière, je commençais à voir que vraiment, il fallait avoir un ERP, il fallait avoir du temps réel, il fallait avoir la capacité de rassembler les données sur un client. Il y avait le concept de la fidélisation, donc il fallait commencer à l'appeler, il fallait commencer à savoir beaucoup de choses sur lui, tout simple, sa date d'anniversaire, etc., etc. Puis à un moment donné, bon, ça a explosé. Il y a eu le marketing qui s'est imbriqué dans les assurances. Pourquoi? Parce qu'il fallait fidéliser le client, il fallait continuer à le travailler au corps, entre guillemets, il fallait le suivre. Le client devenait de plus en plus exigeant, puis parce on vend quand même une promesse qui est un peu immatérielle. Il n'y a qu'un contrat qui nous lie. Enfin bref. Et à un moment donné, quand l'intelligence artificielle est arrivée, il y a, allez, on va dire, il y a 2, 3 ans avec ChatGPT, là, ça a commencé à prendre du volume. Par contre, tout au long du processus de ma carrière, ce que j'ai remarqué, c'est que l'informatique était en train de toucher tous les secteurs. Et comme par nature, les assureurs et touchaient à tous les secteurs, puisqu'on assurait le dommage, la vie, etc. Et donc, évidemment, c'était tous les pans de la société et toutes les pans de la vie humaine. Là, j'ai commencé à comprendre que, effectivement, on était plus au début dans le préventif on était plus dans le préventif que le curatif. Et là, on commence à être véritablement dans le prédictif avant même le curatif. Et ça, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, ce qui va se passer dans les 10, 15 ans à venir, c'est que on va plus être des assureurs qui allons payer des sinistres, mais on va être des assureurs qui allons essayer de faire éviter le sinistre à l'individu, que ce soit dans le dommage comme dans la vie. Et tout ça grâce aux outils technologiques que nous avons. Et le mot outil est très important dans l'argumentaire que j'ai. On va en parler en plus. Ok, super, hyper clair. Alors effectivement, ça, je pense que c'est une grosse conviction qu'on partage Oui. tous les deux sur la santé prédictive. Moi, c'est mon dada du moment. Enfin, il y a plein de convictions qu'on partage. Voilà. Peut-être un mot oui, en un mot, Messervy, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas Messervy, Bien première sûr. compagnie Euh, algérienne. alors, Masservy est une compagnie d'assurance de personnes qui est née le 11 août 2011, qui a été fondée le 11 août 2011, qui est la filiale de la Compagnie internationale d'assurance et de réassurance, qui est la maison mère, qui, elle, est spécialisée dans le dommage. Et c'est venu parce que le législateur en Algérie, à un moment donné, a intelligemment dit, bon, bah, écoutez, il va falloir qu'on scinde les deux activités pour promouvoir les produits de capitalisation.
Donc, depuis 2011, on travaille dans ce domaine-là. Notre particularité, c'est qu'on arrive à allier assurance avec volonté d'innovation technologique, c'est-à-dire qu'on offre à nos clients en Algérie des outils technologiques qui leur permettent en réalité tout simplement de ne plus avoir à se déplacer, mais de ne plus avoir à transmettre des documents papier. On est vraiment beaucoup pour la dématérialisation de l'acte de gestion entre nous et le client. Et en fait, nous, on se dit, il faut vraiment faciliter la vie à nos clients. Et ma service, c'est aussi à peu près 300 agences et 350 agences réparties sur l'ensemble du territoire national. Ce sont des agents généraux. Et le tout basé sur un ERP qui, somme toute, pour nous, en ce qui nous concerne, qui a été développé en interne et avec, c'est pas des collaborateurs, hein, c'est devenu vraiment des gens, des amis, quoi, avec qui on arrive à. Ce sont des informaticiens qui sont devenus des assureurs. Et donc, ça permet de faire communiquer, de transmettre les idées qu'on veut construire ensemble et de les traduire en langage informatique et donc en ERP. Donc, pourquoi l'ERP est important? Parce que c'est justement cet ERP-là qui nous permet d'avoir un data lake et qui nous permet d'avoir une visibilité complète sur l'ensemble des données que nous avons sur nos clients et sur les cycles et les variations de vente et de production que nous avons. Maintenant, le basculement avec le RP, pourquoi c'est important? Parce que bon, parler de transformation digitale, c'est comme si tu me parlais des années 70. Ça y est, c'est terminé. Celui qui ne l'a pas fait, c'est pas la peine qu'il essaye encore, parce que là, ça va très très vite. J'appelle de mes voeux tout le monde à le faire, évidemment, mais ça va tellement vite qu'il faut vraiment être prêt en termes d'outils, en termes de technologie, mais surtout en termes de vision. Parce que si tu as une technologie et tu ne sais pas ce que tu veux en faire, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que, et je reviens à l'idée de l'éléphant noir, tu vois, les assureurs croient encore que son principal concurrent, c'est l'assureur d'en face. Or, c'est plus vrai. Ce n'est plus vrai du tout. Le concurrent de demain est déjà dans nos poches. C'est quoi? C'est le smartphone. Ce sont les plateformes numériques. Ce sont les entreprises qui possèdent la relation client de manière quotidienne. Et là, on peut être très concret, hein. Tu prends l'exemple de Tesla, qui connaît la position de ses véhicules, leur état mécanique, leur vitesse, leur comportement de conduite. C'est quoi? C'est un assureur. C'est plus un constructeur. Tu as Apple, par exemple, qui connaît notre activité physique, notre sommeil, notre rythme cardiaque. C'est quoi? C'est le rêve, c'est le saint graal d'un assureur vie. Tu as Google avec Alphabet qui connaît nos déplacements, nos habitudes, nos recherches. Tu peux vraiment, c'est-à-dire que historiquement, l'assureur connaissait très peu son client et aujourd'hui, des entreprises technologiques le connaissent parfois mieux que lui-même. Et ça arrive, et ça nous permet d'aboutir à une conclusion qui est somme toute extrêmement simple, mais froide. La logique est froide. C'est qu'en fait, les compagnies d'assurance sont en train de se transformer et doivent se transformer en compagnies technologiques. C'est pour ça que notre mantra à nous, on dit que nous ne sommes plus une compagnie d'assurance qui vendons des produits d'assurance, nous sommes une compagnie technologique qui vendons des produits d'assurance. La preuve la plus ultime, c'est celle qui s'est passée hier, on l'a vu toi et moi, et ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais c'est pas le buzz parce que c'est un événement qui arrive et qui est curieux. Non, c'est une véritable révolution. C'est ce qu'on a vu avec le fameux scanner par onde acoustique qui a été. C'était sûr que tu allais me parler de ça. Ah ouais. Qui a été sorti par comment ça s'appelle? C'est Midjourney. Midjourney qui était spécialisé dans l'IA, mais pour les images et les vidéos. Et là, elle se retrouve à faire un véritable, excuse-moi de faire mais c'est ça en fait, hein, quand tu lis, c'est un véritable, ils veulent monter un spa, mais qui permettent de suivre toutes tes données personnelles, enfin toutes tes données physiques vitales. Mais est-ce que tu te rends compte que nous sommes en train de tomber, nous sommes en train de sauter dans un univers de science-fiction? C'est Blade Runner, quoi. C'est Star Wars. Je veux dire, c'est incroyable. Et nous, assureurs, aujourd'hui,
je te le dis, je te le répète, et c'est pour ça que le podcast Éléphant Noir est extrêmement important. Et je ne te jette pas des fleurs. Il est important parce qu'il donne de la visibilité sur l'avenir des assureurs. Et j'appelle de mes voeux tous les assureurs de voir ce que tu es en train de faire. Parce que la vérité, la compagnie d'assurance va bientôt être en back-office. D'abord, il faut qu'elle. C'est pas qu'il faut. Il va falloir qu'elle se mette en back-office parce que devant, il va falloir qu'elle se réinvente parce que devant, c'est une société technologique. Donc, on a deux façons de voir les choses. Soit elle prend des parts dans des sociétés technologiques à forte valeur ajoutée qui lui ramènent de la donnée, soit elle-même se transforme en société technologique et elle vend ses services sous la forme d'un contrat d'assurance. Je te donne un exemple. Midjourney, c'est pour moi le rêve ultime pour une compagnie comme Masservy. Mais il n'y a pas que Midjourney. Tu as par exemple, je ne sais pas si tu as vu, en Suède, c'était le fondateur de la société. Tu sais, c'est un peu comme Spotify, ouais, qui a. J'ai vu que... J'en avais parlé sur LinkedIn, qui a monté un laboratoire d'analyse médicale en 1 minute qui fait un scanner par IA. Je veux dire, attends, mais on est où là? Et c'est pour ça que je te parle de décloisonnement. Aujourd'hui, tout le monde est en fait, la réalité, c'est que toutes les compagnies, toutes les sociétés technologiques sont in fine en train de construire un écosystème assurantiel. Et nous, derrière, en tant qu'assureurs, on fait rien. On continue à faire notre travail, mais on fait, bon, allez, d'accord, on met de l'intelligence artificielle pour faire de la fidélisation client, on met de l'intelligence artificielle pour détecter de la fraude, on met de l'intelligence artificielle pour la relation client. Mais attends, mais on est à la base de la base de la base de ce qu'on peut faire avec les outils technologiques que nous avons entre les mains. Or, aujourd'hui, c'est-à-dire que les assureurs ont les moyens financiers de pouvoir financer ce type d'activité. Donc, pourquoi vouloir les financer quand tu peux les avoir, quand tu peux en être propriétaire? Et c'est là tout le sujet sur lequel je voulais discuter avec toi et te communiquer un peu ma vision. Et encore une fois, je te remercie. Éléphant Noir est le vecteur sur lequel on peut vraiment s'éclater à parler de ce genre de choses. Super. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, ils viennent de découvrir que deux choses. D'abord, à quel point tu es enthousiaste. Ouais. Et par ailleurs, à quel point tu peux dériver par rapport à une question. Pardon, excuse-moi. Non, mais c'est très bien. Ça me va très bien. C'est super. Non, mais c'est marrant. OK. On va y revenir. Avant, il y a des petites traditions chez les fonds noirs qui sont ce qu'on appelle les dilemmes, les décisions. Voilà. Donc, des questions un peu majeures pour voir un peu, pour calibrer un peu ta culture techno, même si je pense que là, on l'a bien vu, c'est réglé. Ton IA préférée, est-ce que c'est ChatGPT, Claude, Gemini ou aucune parce que tu tiens encore à ton libre arbitre? Écoute, je tiens à mon libre arbitre, évidemment. Ça, c'est la base même de la nature humaine. On a été fait comme ça. On vit en société comme ça. On a notre libre arbitre. Mais rien n'empêche derrière d'avoir des outils qui nous permettent d'aller plus vite. Moi, je suis contre le fait de fusionner avec l'intelligence artificielle. Le transhumanisme, pour moi, a des bons côtés, mais on a beaucoup de mauvais. Mais il y a de bons côtés, on peut en être enthousiaste. Mais pour revenir à ta question, pour être focus, moi, mon IA préférée, c'est ChatGPT. Pourquoi? Parce que j'ai énormément interagi avec elle depuis qu'elle est arrivée, depuis le début, énormément. Et j'ai, avec cette intelligence artificielle, on a réussi grâce aux différentes interactions qu'on a, et puis tu sais qu'elle s'adapte à tes questions, elle comprend, entre guillemets, comment tu réfléchis, comment tu vois les choses. Donc, j'ai beaucoup plus de facilité à communiquer avec ChatGPT qu'avec les autres. Mais je reste très curieux par rapport aux autres, et j'ai remarqué une chose, c'est que chaque IA a sa façon. C'est comme, tu sais, c'est un peu comme les réseaux sociaux à l'époque. Chaque plateforme avait sa manière de communiquer. Il y avait une façon de communiquer par rapport à chaque réseau social. Tu vois, Twitter, par exemple, ça tire à balles réelles. Instagram, c'est plutôt, tu envoies des photos. Facebook, tu échanges des infos, tu parles un peu de ta vie, bon, bref. ChatGPT, c'est quand tu veux faire de l'analyse.
Gemini, c'est quand tu veux avoir vraiment des informations propres, c'est-à-dire qualifiées. Perplexity, c'est quand tu veux avoir les sources. Il y avait Claude, c'est quand tu as envie de faire du codage, quand tu as envie de faire un peu plus de technologie, bon, avec et même de l'écriture avec quand tu veux rédiger avec un côté plus humain, etc. Mais bon, tout dépend du prompt que tu fais. Donc, pour conclure, ChatGPT, c'est mon IA préféré. Tout le reste, je les utilise. Mais attention, dans la liste que tu as donnée, tu as donné toutes les IA américaines. Mais n'oublie pas derrière DeepSeek, n'oublie pas la française, Mistral, n'oublie pas tout ce qui est en train d'arriver. Attention, ça c'est aussi très important dans la géopolitique de la technologie. Et là, je recommande vraiment de voir du côté d'une dame que j'apprécie particulièrement, c'est Asma Mahalla, qui est une professeure en géopolitique de la technologie. Je crois qu'elle est à Stanford. Elle a fait 2 bouquins, Technopolitique et Cyberpunk, qui sont absolument à lire. Bon, on parlera des bouquins après, parce qu'il y en a une tonne que je voudrais, dont je voudrais parler aux auditeurs et tu les connais. Enfin, tu connais les auteurs que j'apprécie. Super. Si demain, l'intelligence générale, l'AGI, existait vraiment, ce serait quoi la première question que tu lui poserais? Est-ce que tu es capable de nous faire du mal? Ok. Ouais, c'est la première question que je poserais. Est-ce que tu es capable de nous faire du mal? Et s'il te répond oui, tu débranches le câble. Là? Tout de suite. Tout de suite. Oui, ça. Tout de suite, parce que à un moment donné, c'est une question de survie. Et je crois que l'histoire de l'humanité nous a bien appris que c'était les plus forts qui mangeaient les plus faibles en règle générale. C'est certain. Ok, très clair. Dernière question, tu as commencé à aborder le point, la santé prédictive. Ouais. Aujourd'hui, il y a des modèles qui permettent de vraiment connaître des choses très en amont. Très en amont, on va y revenir. Mais est-ce que tu préfères, toi, connaître ton risque, enfin tes risques de maladie à 20 ans, y compris sur des maladies sur lesquelles on ne sait pas forcément, voilà, où il y a un risque, mais tu sais que tu ne peux rien y faire, ou est-ce que tu préfères vivre avec, ne pas le savoir et vivre avec l'incertitude? Tu sais, c'est une question qui est philosophiquement profonde. Est-ce que est-ce que tu voudrais savoir l'heure de ta mort, quoi, le jour ou l'heure de ta mort? Non, évidemment, prévenir, c'est guérir. La technologie va tellement vite. Regarde ce qui est en train de se passer avec les nanorobots. Regarde ce qui est en train de se passer dans la medtech. Évidemment que je voudrais savoir à 20 ans ce que je risque d'avoir à 60, 70 pour que je puisse me concentrer sur les technos médicales qui me permettraient de survivre. Et là encore, tu es en train de voir avec DeepMind, avec Google, avec les laboratoires AlphaFold, avec le laboratoire X de Google. Tu vois bien que que ces gens-là veulent la mort de la mort. Donc, tant qu'à faire, autant le savoir et autant suivre les évolutions technologiques pour pouvoir se soigner et vivre un peu plus longtemps. Après, à un moment, bon, tu as quand même un petit moment à passer sur Terre. Et puis ensuite, que vogue l'âme au paradis, j'espère. Voilà, c'est tout. Mais je préférerais vraiment savoir, évidemment, ce que je pourrais éventuellement avoir, même si c'est, tu sais, les maladies incurables, allez, on va dire, il y a 50 ans, sont devenues soignables. On peut les soigner aujourd'hui. Donc, si à 20 ans, je sais ce que je vais avoir à 70 ans et que pendant 50 ans, je travaille sur ça, eh ben, je suis bien content d'arriver à 70. Tu sais, c'est comme les Suisses qui te disent, quand on sait ce qu'on sait, quand on voit ce qu'on voit et quand on entend ce qu'on entend, on est bien heureux de savoir ce qu'on sait. Très bien. Donc, voilà. Ok, très cool. Alors, on va revenir à ton éléphant noir. Dis-moi. Tu nous as déjà bien décrit, donc on va rentrer par une porte. Moi, mon sentiment aujourd'hui, et on va Ouais. commencer par l'IA, mais je pense que c'est plus large que ça. C'est qu'effectivement, les assureurs aujourd'hui
en tout cas en France, hein, ils ont une utilisation de l'IA assez mesurée. Ils vont faire de la relation client, ils vont faire de l'aide, ils vont essayer d'optimiser leur process, mais euh, j'ai le sentiment, mais je suis pas avec tous les assureurs et dans tous les projets secrets, qu'il n'y a pas ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire il n'y a pas la nécessité, enfin, le fait de se dire, OK, on va pas juste améliorer nos processus, on va revoir complètement notre positionnement. Parce que moi, pour Ouais. mon point de vue, c'est ce que tu décris. C'est-à-dire ce que tu dis quand tu as présenté ma service, si tu dis, voilà, le digital, le RP, c'était, on a amélioré nos processus avec un outil, enfin, avec des outils. Mais là, ce qui arrive avec l'IA, et les exemples que tu as donnés, c'est des bons exemples, c'est autre chose. En fait, c'est une refonte complète du secteur de l'assurance avec des nouveaux entrants qui sont des nouvelles plateformes. Voilà. Je te donne un autre point. Je ne sais pas si tu as vu l'annonce sur BYD. Est-ce que tu as suivi Ouais. l'histoire qui s'auto-assure? Voilà. Donc, ça parce que par rapport à Tesla. Donc, toi, aujourd'hui, ta vision sur par exemple, le plan, enfin, comment dire, le cadencement que tu imagines sur ces nouveaux acteurs qui rentrent, est-ce que tu crois que les assureurs ils ont quoi? Ils ont 2 ans, ils ont 5 ans pour changer, pour se repenser? Est-ce qu'il faut vraiment repenser tous ces process? Moi, je te dis que les assureurs vont être en difficulté dans 5 ans. En Europe, en Europe aux États-Unis et en Asie, c'est déjà le cas. Mais eux ont vite compris. Je vais m'expliquer clairement. Tout dépend de la maturité technologique dans la société dans laquelle tu évolues en tant qu'assureur. Aux États-Unis, tu as un exemple tout simple, c'est les monades. Tu vois, les monades, ils recrutent plus de clients que de collaborateurs. C'est 3 millions de clients en fin 2025, c'est 1,24 milliard de dollars de primes en portefeuille. 96% des déclarations de sinistres sont réceptionnées initialement par l'IA. C'est l'IA Jim. 55% des sinistres sont entièrement automatisés sans intervention humaine. Les revenus en croissance de plus de 50% sur certaines périodes récentes. En fait, les monades n'ont pas réinventé l'assurance, les monades ont réinventé le client. Et le premier gestionnaire de sinistre de les monades n'est pas un gestionnaire, c'est un algorithme. Donc, pendant que certains recrutent des centaines de gestionnaires, les monades entraînent des modèles d'IA. Il paye ses sinistres en 1 minute. Tu es au courant qu'il a aujourd'hui le record du monde du paiement d'un sinistre en 30 secondes. 3 secondes, je crois. Je t'enverrai je crois que j'en ai parlé sur LinkedIn. J'ai l'article de journal du New York Times, je crois, qui avait mis en exergue cet événement. Bon, on a parlé de les c'est aux États-Unis. Maintenant, parlons de la Chine. Zhong'an, toi et moi, on est d'accord. C'est le cas le plus puissant du monde. Zhong'an, c'est qui? C'est Alibaba, c'est Ping An, l'assureur chinois, et c'est une autre entreprise chinoise. Oui, Ils se sont associés. oui, je l'ai plus là. Ouais. Ouais, c'est Ping An, Ouais, Alibaba et Xiaomi. Je crois que c'est Xiaomi. Ils se sont associés, ils ont monté un assureur qui s'appelle Zhong'an. Attends, tout le monde pensait que c'était un assureur digital. Alors, on va faire quelques chiffres. Plus de 35,7 milliards de yuan de primes en 2025. C'est 4,3 milliards d'euros. Des centaines de millions de clients servis depuis sa création. Une présence dans l'assurance santé, automobile, consommation, e-commerce, animaux domestiques, services numériques. Une activité technologique exportée à d'autres entreprises. Regarde l'Open Innovation. Hein. Zhong'an n'a pas digitalisé l'assurance, elle a transformé l'assurance en logiciel. Donc, quand un assureur devient une entreprise technologique, il ne gagne plus seulement des clients, il gagne des utilisateurs. Tu vois, c'est même lui qui a lancé le fameux process de gaming dans l'assurance. Maintenant, en France, parlons de vous. En France, c'est Alan, c'est le tsunami européen. Il vient de se prendre les 130 000 fonctionnaires de Bercy. C'est une valorisation supérieure à 4 milliards d'euros, 700 000 assurés, 40 000 entreprises clientes, l'expansion dans plusieurs pays européens. Donc, en fait, Alan est né juste après l'iPhone et beaucoup d'assureurs historiques raisonnent encore comme avant l'iPhone. Ces 3 exemples, pourquoi je les donne? Je les donne parce que quand tu vois que des sociétés qui ont été montées il y a 5-6 ans
c'est supérieur ou égal, leur production est supérieure ou égale à des assureurs traditionnels qui sont là depuis 40 ans. Tu penses que dans 10 ans, ils vont faire quoi? Mais je le dis, ce sont ces sociétés-là qui vont racheter les entreprises traditionnelles. Et c'est là où ton éléphant noir est important. C'est que si les assureurs ne se réinventent pas, ce sont ces nouvelles entreprises, ces néo-assureurs, ce sont des insurtech qui vont peut-être les racheter. Ou pire encore, ça va être des constructeurs automobiles qui, pour générer une boucle financière vertueuse, vont acheter des compagnies d'assurance pour avoir juste l'agrément, pas pour avoir leur façon de travailler ou un truc comme ça. Et ils vont les intégrer dans leur système d'information et ça va générer des contrats et ça va générer la révolution de l'assurance embedded, embarquée. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, quand tu vois, au début, tu vas parler de décloisonnement. Oui, le décloisonnement est en train d'exister. Il est en train d'arriver et personne ne le voit. Et moi, je suis extrêmement étonné et de plus en plus choqué par le côté, tu sais, très non, non, tout se passe bien, nous sommes des institutions. Oui, d'accord. Mais quand tu sais, il y avait une phrase de Schwab, qui était l'ancien patron c'était l'ancien patron tu sais, du forum économique de Davos, qui leur disait dans le monde actuel, c'est pas le plus gros poisson qui mange le plus petit, c'est le plus rapide qui mange le plus gros. Mmh. Voilà. Donc, très sincèrement, aujourd'hui, il y a un danger systémique majeur sur les compagnies d'assurance traditionnelles. Je te donne un autre exemple. Tu vois, Société Générale. Société Générale France avait fait un truc à l'époque. Ils avaient acheté Shine, qui était une néobanque. Ouais. Et ça commençait à marcher. Ça commençait vraiment très fort à marcher. Pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ont révolutionné la relation client dans la banque. Ils l'ont revendu quasiment 2, 3, 4, 5, voire 10 fois le prix. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais regarde l'investissement intelligent dans ce domaine-là. C'est parce que tu as les moyens que tu peux acheter une start-up, tu peux acheter une entreprise technologique innovante qui te permet de faire évoluer, de développer tes outils et tes process en interne. Puis ensuite, si tu n'as pas envie de la garder, de la revendre et de faire des bénéfices sur cette vente-là et de récupérer une partie importante de ton investissement, voire le dépasser, en faire des bénéfices. Pour moi, ce sont des investissements qui sont non seulement logiques, mais nécessairement stratégiques dans une compagnie d'assurance qui a une vision, qui a une stratégie et qui sait que l'avenir ne peut pas être le passé. Salut! J'ai quelques secondes pour vous dire que vous devez absolument vous abonner à la chaîne, activer la cloche, mais aussi et surtout vous inscrire à la newsletter dans les commentaires, parce que mon contenu, c'est de la dynamite. Ok, très clair. Moi, ça m'évoque deux questions. La première, c'est on voit bien ce que gagnent, on imagine ce que gagnent les assureurs à mettre de plus en plus de technologie. Est-ce que toi, tu vois, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que gagne l'assuré de ton point de vue? Alors, il y a la rapidité des remboursements, ok, mais est-ce qu'il y a autre chose? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tout ce que tu as cité, mais ça part à la fin, c'est des insurtech. Dans ton propos initial, tu parlais plutôt d'autres plateformes, donc plutôt des gens qui viennent d'autres secteurs pourraient revenir sur l'assurance. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a encore une autre révolution qui arrive? Moi, par exemple, aujourd'hui, il y a un sujet qui me passionne sur la santé prédictive, c'est tous les modèles d'IA qui permettent en quelques minutes, quelques heures, d'avoir une prédiction de score de tout ce qui va arriver. Et je me dis, aujourd'hui, le modèle, il est vraiment en train de basculer du curatif au préventif. Donc ça a évidemment des impacts pour le système de santé, mais pour l'assureur… Au prédictif, tu veux dire? Oui, prédictif. Oui, prédictif, pardon. Santé prédictive au curatif, du curatif au prédictif. Et de mon point de vue, il y a des vraies questions sur, ok, mais ce que fait l'assureur aujourd'hui, à savoir quantifier son risque et rembourser, est-ce que c'est vraiment le sujet de demain ou est-ce que le sujet de demain, c'est
de mettre à disposition de sa population un coach qui va, je ne sais pas si tu as un risque de devenir diabétique, qui va t'accompagner. Et puis, ça ouvre aussi un sujet sur lequel on est tous les deux fans, c'est les robots humanoïdes, la dépendance et tout ça. Voilà. Donc, comment est-ce que tu vois tous ces sujets? D'abord, les assurer, qu'est-ce qu'ils y gagnent, et puis après, ouvrir un peu sur la santé prédictive et autres. Tu sais, l'assuré, je m'excuse d'être très terre à terre, l'assuré ne vient pas lui faire de la philosophie. L'assuré, déjà, il te paye une prime. Pour lui, c'est excessivement cher parce qu'il paye quelque chose qu'il n'a pas entre les mains et qu'il ne va pas utiliser et qu'il n'utilisera qu'en cas de sinistre. Et c'est vrai, d'un autre côté, que le sinistre est beaucoup plus cher quand l'assurance ne le couvre pas. Donc, le gars, il se dit, bon, j'ai tout intérêt à avoir le client le client, ce dont il bénéficie, c'est d'un écosystème dans lequel il n'a plus besoin de déclarer. C'est-à-dire, à partir du moment que le sinistre, tu sais, avec les capteurs, avec tout ce que, avec les IoT, etc., tu sais que maintenant, tu peux détecter pour un assureur dommage, tu peux détecter une fuite de gaz, une fuite d'eau, tu peux un dégât des eaux, etc. Tu peux détecter ça avant même que ça soit voire tragique, quoi, plus dangereux ou plus tragique. Donc, l'assuré, ce qu'il doit gagner, et c'est l'effort de l'assureur, c'est de montrer que nous ne sommes plus là pour rembourser quelque chose, mais pour vous, d'abord pour vous faciliter la vie, un, donc ça parle de tous les process, deux, pour améliorer votre vie, votre santé et votre vie courante, et trois, justement pour que, limite, pour vous sauver la vie. Je te donne un exemple. Il y a eu une histoire il y a quelque temps, il faut que je te retrouve l'article. Il y a 2 ou 3 ans, en Europe, il y a eu un assureur qui a détecté une fuite de gaz et l'IoT a permis d'envoyer une notification aux services d'assistance qui ont appelé les pompiers et qui sont venus et qui ont évidemment donc qui ont sauvé la vie de cette famille-là. Sincèrement, je te repose la question, le client, tu crois qu'il a gagné quoi? Évidemment Oui, là, c'est clair. Ouais. Tu vois, évidemment qu'il se dit. Mais il faut qu'on tende vers ça. Et ça, on ne peut le faire que via les outils technologiques. Donc moi, pour la première question, c'est que c'est pas ce que gagne le client. Le client doit gagner toujours. Et puis, il faut arrêter les contrats, tu sais, avec les conditions synalagmatiques écrites en tout petit, etc. Les clients veulent de la clarté. Les clients veulent que quand ils déclarent un sinistre, il soit remboursé. Maintenant, à quelle hauteur il va être remboursé, il y aura toujours des difficultés. Mais aujourd'hui, ce que tu remarques, c'est que souvent, le client, quand le sinistre intervient ou arrive, il est frustré parce que la prise en charge du sinistre n'est pas rapide. Et c'est là où les insurtech font toute la différence. Parce qu'elles savent pertinemment que c'est là qu'elles peuvent casser le modèle économique des assureurs traditionnels. Donc, tous les assureurs, l'appel qu'on doit faire, c'est que tous les assureurs doivent développer la partie sinistre. Parce que la partie souscription, c'est bien beau de promettre quelque chose, mais la partie sinistre est, à mon sens, la partie la plus importante pour fidéliser le client. Le client veut être remboursé en temps et en heure, et limite, s'il te plaît, que tu lui envoies l'argent sur son compte ou par chèque, à la limite, ça ne l'intéresse pas. Règle-lui son problème. C'est-à-dire, envoie-lui quelqu'un, arrange-moi cette fuite de gaz, arrange-moi ce dégât des eaux, etc. Envoie-moi les gens du plâtre. Limite, je n'ai pas besoin que tu me payes et que je commence à courir pour avoir les services annexes. Donc, ça aussi, c'est une révolution chez les assureurs. Il faudra qu'on en parle un jour ou l'autre. C'est que les assureurs ont tendance, et là, ça va être beaucoup plus rapide. Je parle d'un horizon de 2-3 ans. Les assureurs vont disparaître pour laisser place aux véritables assureurs, c'est les assisteurs. Les compagnies d'assistance vont remplacer les assureurs qui, eux, vont être en back-office derrière les assisteurs. Voilà ce que je vois. Maintenant, la deuxième chose, sur la santé prédictive, tu m'avais posé la question. Si tu peux juste me redonner la question que tu m'avais posée, s'il te plaît. Oui, en fait, c'est ce que je te disais, c'est que en fait, on a des nouveaux modèles qui permettent d'avoir de la santé prédictive. Et je pense que là, les gens ne se rendent pas compte quand tu fais pas de veille de tout ce qui sort tous les jours. Moi, je suis fasciné. C'est que Midjourney, tout le monde l'a vu. Enfin, et encore, tout le monde l'a vu. Je suis pas sûr. Mais en fait, moi, je peux citer
et toi aussi sans doute, 50 modèles de prédiction de santé, prédiction des cancers avec une prise de sang à 50 ans, Sleep FM qui est un modèle de Stanford qui permet de prédire 130 maladies en dormant une fois, en enregistrant, bref, plein de trucs. Et ça aujourd'hui, ma vision c'est de dire comme on va passer du curatif au préventif, le sujet, ça va plus être tellement de calculer son risque et de rembourser. Ça va être exactement ce que tu viens de dire. Je règle le problème de. Sauf que je règle le problème qui n'est pas encore arrivé. J'aide Absolument. les gens à coacher. Et du coup, c'est plus vraiment un métier d'assureur. C'est peut-être un métier d'assisteur. Et encore, on est à la frontière de mon point de vue. Ouais. Mais c'est un métier de service à la Alors, personne, j'ai envie de te dire. Et du alors, coup, les nouveaux ouais. concurrents des assureurs, c'est ces plateformes technologiques de service à la personne. Donc, des nouveaux. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision ou elle Ouais. est un peu décalée par rapport à ce que Alors, tu penses? non, elle n'est pas du tout décalée. Elle est futuriste. Elle est futuriste et elle est hyper importante à déclarer aujourd'hui parce qu'il faut le déclarer. Hein. Il faut le dire. Euh, le problème des assureurs et le problème de l'assurance en règle générale, c'est que dans toutes les sociétés dans lesquelles elle se développe, il y a des barrières réglementaires. Alors, tu vois, c'est bizarre. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, un assureur, par exemple, aujourd'hui, il ne va pas pouvoir aller s'amuser sur le côté, allez, on va appeler nos clients et on va leur dire, on va vous faire un scan de dernière technologie, etc. Il y a, tu sais, comme c'est la vie humaine et c'est normal, la réglementation, le régulateur, le législateur fait de telle sorte que ça cloisonne chaque activité. Donc, pour lancer un produit, évidemment, il faut que tu fasses les conditions générales, l'exposé des motifs, l'envoyer au ministère, le ministère te valide le truc, la tarification, etc. Tu vois, le temps administratif dans ce domaine-là n'est pas le même que le temps technologique. Or, les deux servent le même but, servent le même roi, à savoir le client. Et donc, les compagnies d'assurance doivent faire beaucoup de lobbying avec le régulateur, avec le législateur pour dire, écoutez, là, on ne peut plus. Il va falloir, la technologie va tellement vite, vous légiférez tellement lentement, parce que c'est normal, il faut qu'il y ait des analyses d'impact, etc., que maintenant, il va falloir qu'on fusionne nos activités. Je te donne un exemple. Euh, Imaginons un produit, et là, je le dis, et j'espère vraiment, hein, j'espère que je pourrai le faire au sein de la compagnie d'assurance, la nôtre. Et j'espère que d'autres pourront le faire. Et vraiment, hein, je le dis à travers toi et à travers ton podcast Éléphant Noir, s'il y a un assureur qui veut le faire, je suis prêt à participer là-dessus. On y va. Imagine qu'on lance un produit où on dit qui est destiné aux gens aux gens entre 18 et 30 ans. Allez, on va dire, 20 et 30 ans. On leur dit, écoutez, vous venez, vous payez une prime, qui soit mensuelle, annuelle, une prime unique, enfin, on trouvera une formule, mais on va vous faire passer tous les tests de dernière technologie qui vous permettent de détecter toutes les maladies que vous pourriez avoir dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. D'accord? Donc là, on n'est plus dans le facteur aléatoire de l'assurance. Là, on est dans le prédictif. En fait, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? C'est là où l'épargne prend tout son sens. Tu vois, c'est ça les nouvelles formes de produits d'épargne. C'est que tu sais que tu vas avoir quelque chose. Ton assureur, c'est grâce à ton assureur que tu as, ton assureur santé, que tu sais que tu vas avoir quelque chose. Le gars te fait payer juste une prime pour faire une consultation et tu as des centaines de données. L'assureur ajuste de manière mathématique, ajuste sa prime pour que, au moment où ça arrive, eh ben, tes frais sont pris en charge. Est-ce que tu te rends compte de la puissance du produit? Est-ce que tu te rends compte Ouais. Est-ce que tu te rends compte de l'impact socio-économique, de l'impact RSE, environnemental même, que tu as sur la population? Est-ce que tu te rends compte que tu rentres dans la chose la plus intime de ton client, de l'être humain? Et pourquoi je te dis ça avec beaucoup d'émotion? Parce qu'en fin de compte, un assureur santé, c'est quoi? Si ce n'est pas le membre de la famille sur lequel tu peux compter. Tu te rends compte? Moi, je vois tous les jours, hein, c'est très émouvant. J'ai beaucoup de difficultés d'en parler parce que j'ai vécu ça avec des clients et grâce à Dieu, on a réussi.
toute l'équipe. On a réussi à quelquefois sauver ces gens-là. On a des gens qui vivent des drames entre leur mère qui est malade, leur père qui est malade, leur pire, c'est leur enfant qui est malade, où il arrive des choses, etc. Et puis, toi, en tant qu'assureur, parce que tu as les moyens de le faire, tu es en face d'une décision, t'imagines, tu es en face d'une décision et tu dis, voilà, ben, je paye pour lui, il sera soigné, et je paye pas parce que c'est pas dans le contrat. Est-ce que tu te rends compte du choix c'est terrible. Et donc, pourquoi je te parle avec beaucoup d'émotion et pour revenir au sujet, c'est que l'assureur aujourd'hui, il faut qu'on arrête de penser prime. Oui, tout le monde travaille pour la prime, tout le monde travaille pour gagner de l'argent, mais il y a le côté humain. Et pourquoi je t'en parle? Je t'en parle aussi parce que la technologie n'est pas aussi déshumanisante que cela puisse paraître. C'est comme, tu sais, un véhicule peut être une arme quand c'est mal utilisé. La technologie, c'est la même chose. Si tu sais comment l'utiliser et on a les capacités de savoir comment l'utiliser dans notre domaine et parce que ça touche la vie des gens, eh bien, écoute, si tu l'utilises de manière profondément humaine, eh bien, en fin de compte, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que tu deviens une partie prenante de la vie de quelqu'un. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à ton client et c'est le plus beau cadeau que ton client puisse te faire en te faisant confiance. Ok, très clair. J'avais pas fait le lien santé prédictive épargne, mais c'est effectivement Ah oui. ouais, c'est assez logique. Ouais, Ah c'est ouais. assez logique. Ben, écoute, Ok. c'est logique. Aujourd'hui, tu épargnes pour la retraite. Demain, tu épargnes pour une maladie dont tu sais qu'elle va arriver. C'est complètement fou. C'est-à-dire, tu sais Oui, pourquoi oui, tu vas donner de l'argent à quelqu'un qui va le garder, qui va le mettre de côté, qui va le faire fructifier pour payer les frais de soins. Mais tu t'imagines aux États-Unis ce que ça peut être? ouais, oui, oui. Alors après, moi, j'avais plutôt une vision qui était de dire, mais enfin, ça revient à ce que tu dis. Hein. Enfin, en fait, c'est un mixte. C'est de dire, comme tu sais ce que tu vas avoir, en fait, tu vas tout mettre en œuvre pour ne pas l'avoir. Donc après, tu as toujours les cas des maladies, donc voilà, mais en tout cas, on peut les ralentir. Ouais. Et mais c'était ça. Mais en fait, on dit la même chose. Et après, tu as fait la liste de tous les changements sociétaux que Ah ça oui. pourrait avoir, RSE et autres. Il y a un autre changement, en tout cas, alors, je sais pas comment ça marche en Algérie, mais nous, on commence à avoir des problèmes majeurs de flux dans le système de santé. La santé prédictive, c'est aussi une possibilité de mieux gérer les flux dans le système de santé. Et, entre guillemets, supprimer les urgences, même si c'est pas tout à fait vrai, parce que le cardiaque, ok. Il y a Alors, tellement de choses à dire. oui, oui, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je m'arrête, parce que je sais que. Ouais. Ok, tu nous as convaincus, enfin moi, tu t'as convaincu d'autres assureurs. C'est quoi les deux, trois questions que tu mettrais à l'ordre d'un COMEX d'assurance pour se dire, ok, comment est-ce qu'on y va? Il faut qu'on switch vraiment. C'est quoi ton plan d'action macro sur ce sujet-là? 3 niveaux, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement dans la compagnie. On est en train d'intégrer l'IA, mais en 3 phases. L'IA, l'intelligence artificielle au niveau des besoins internes de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la direction des ressources humaines, je ne vois pas pourquoi quelqu'un enverrait un mail ou enverrait une demande pour aller récupérer son attestation de travail ou sa fiche de paye ou en appelant ou un truc comme ça. Non, à partir du moment que tu as un chatbot intelligent, boosté à l'intelligence artificielle qui est relié à ton ERP, tu fais juste, tu dis voilà, nous, on a une intelligence artificielle chez nous qu'on a conçue qui s'appelle Hayat. Hayat veut dire vie en arabe. Et Hayat, on lui pose la question, on lui dit voilà, j'ai besoin de mes 3 dernières fiches de paye. Elle nous les envoie signées, cachetées, etc. Tu vois, ça, c'est en interne, ça fait gagner énormément de temps et puis ça permet aux gens d'être focus sur leur travail. Le deuxième niveau, c'est tu vois un peu ce qui est en train de se passer sur WhatsApp Business, c'est de faire ça au sein d'une application boostée à l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on est en train de faire aussi et ça devrait sortir
ça va sortir dans les semaines à venir. On va l'annoncer dans quelques temps et j'en fais l'annonce exclusive chez toi. C'est qu'on va avoir une application qui va être boostée à l'intelligence artificielle et qui va permettre de faire ton devis ou ton contrat d'assurance voyage simplement en écrivant ou en parlant avec elle. Donc ça, c'est un boost supplémentaire. Le troisième niveau, c'est l'analyse. Alors, c'est de l'analyse comptable et financière de l'entreprise. Et là, on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'on est sur une couche supérieure où on est, comme ce sont des activités ultra réglementées, il ne s'agit pas de jouer au domino avec l'intelligence artificielle. Donc, on est en train de tester beaucoup de choses pour que, in fine, on y aboutisse. Mais bon, les 2 premiers niveaux sont prêts. Je ne vois pas pourquoi le 3e niveau ne le serait pas. Mais l'idée, c'est… Alors moi, je suis vraiment en total contresens avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'intelligence artificielle qui pousse les industries à virer du personnel. Ça, je ne suis pas du tout dans cette voie-là. Pour moi, je vois l'intelligence artificielle qui nous permet à tout le monde, en restant à son poste, d'aller beaucoup plus vite et de ne plus avoir à avoir des tâches répétitives. Voilà. Pour moi, ça s'arrête là. L'idée en dehors de dire oui, il faut alléger les charges de la société, entre guillemets. Je déteste ça. Pourquoi? Parce que d'abord, je ne cherche pas à être une multinationale mondiale avec des 15, 20, 25% de marge de solvabilité. Non. Moi, j'aime bien quand j'ai du monde autour de moi. J'aime bien quand mon client peut aussi prendre son téléphone, appeler quelqu'un, être pas content et puis être content à l'issue du call. Donc moi, le côté mix humain-technologie, je suis pour. Mais l'idée que la technologie fasse que nous oblige de virer du personnel, je suis totalement contre. En fait, je crois que je suis quelqu'un de gauche. Hein. Écoute, l'IA est en train de devenir un sujet en France, qui devient un sujet qui a quitté la sphère, en tout cas dans les gens qui s'expriment, elle a quitté la sphère technique pour devenir idéologique et c'est mais attention, assez rigolo. Ouais. Assez rigolo. Mais attention, tu sais, quand tu parles des robots humanoïdes, etc., il ne faut pas oublier que la taxe robot, c'est une idée qui gère même aux États-Unis. Hein. Ah oui, le revenu universel, Voilà. c'est un truc, alors, pas Tu tout vois à fait pourquoi issu de la Silicon Valley, mais qui a quand même été repris il y a très longtemps par les Silicon Valley. Hein. Tu vois pourquoi Ok. l'éléphant noir, c'est génial. Ah non, mais moi je sais tout ça, mais bon, bref, je vais pas dériver sur ces sujets-là. Mais ok, très bien. Alors, je suis un vieux podcasteur et donc du coup, on va faire ce qui se faisait avant dans les premiers podcasts, c'est des conclusions et des recommandations. Bien sûr. Alors, un livre ou un contenu, une newsletter, machin, que tu recommandes en lien ou pas avec notre échange qu'il faut avoir lu. Alors, j'ai parlé de… Je vais t'en sortir 3. Il y a Asma Mhalla, avec les 2 livres qu'elle a sortis, Technopolitique et Cyberpunk. C'est hyper important. Hyper important. On a aussi Mustafa Suleiman. Mustafa Suleiman qui est devenu… Attends, il faut que je te… Mustafa Suleiman, c'est celui qui a fondé DeepMind avec Google. Il faut que je te retrouve juste comment on appelle ça, le titre du livre. C'est… On me l'a déjà cité, je l'ai vu. T'es figé par contre, Hakim. Ah, pardon, je sais pas. Attends, voir. Voilà, c'est bon. Que ça? Ok, parfait. Ah ouais, c'est bon. Je vais juste retrouver le livre parce que là, je l'ai pas, je l'ai vu vraiment il y a quelques jours. Attends, The Wave That Is Coming ou un truc comme ça. Attends, voir. Voilà, je l'ai. Alors, Mustafa Suleiman, je te retrouve juste ça. Ouais, DeepMind et Inflection AI. Et il a sorti… C'est la déferlante. The Coming Wave.
qui a été coécrit avec Michael Bhaskar, qui a été écrit en 2023. Et n'oublie pas une chose, c'est que Mustafa Suleyman a eu une distinction de commandeur de l'ordre de l'Empire britannique en 2019, et il a fait partie des 100 personnalités du Time dans le cadre de l'AI. Et bon, voilà. Donc, il y a elle. Et puis, il y a évidemment, on ne peut que le citer, et j'ai eu beaucoup à discuter avec lui sur Twitter. C'est le docteur Laurent Alexandre, La mort de la mort, le livre La mort de la mort, et Ne faites plus d'études. Le dernier qu'il a fait avec. Voilà, exactement. Donc là, c'est vraiment ces 3 livres, il faut absolument les lire. Ok. Très bien, très clair. Tu es toujours figé, mais enfin, tu es à nouveau figé, mais attends, c'est pas grave. 2 minutes, ça y est, je suis là. Voilà. Voilà. Pas de problème. Alors, dans le radar, une personne, une newsletter, une organisation à suivre pour faire de la veille? Oh, bah, il y en a tellement. Déjà, Éléphant Noir. Voilà. Hein. Merci. Et toi aussi, Frédéric. C'est une personne À force, je précise, je ne t'ai pas payé. Ah oui, j'aurais voulu, mais c'est pas possible. Oui, c'est ça. Ouais, bah en tout cas, ouais, déjà toi. Et puis, il y a tellement de sources aujourd'hui. Bon, tu as Usine Digitale, tu as Numérama, tu as Citron Pressé. Il y a beaucoup de sources aujourd'hui, notamment francophones. Puis bon, il y a vous tous en France. Je veux dire, moi, quand j'entends Gilles Babinet, quand j'entends Luc Julia, quand j'entends il y avait tu sais, InsurTech France. C'est une amie à nous d'ailleurs. Je parle souvent avec elle. J'ai oublié son nom. Enfin bref, toutes ces femmes et tous ces hommes qui font l'actualité numérique d'aujourd'hui. Bon, tu as BFM TV Tech. Ils sont vraiment super. Voilà. Donc il y a beaucoup de sources. Beaucoup trop de sources pour que je les cite tout entières. Ok. Est-ce que tu peux me citer 2 personnes qui feraient d'excellents invités pour Éléphant Noir, pour le podcast Éléphant Noir? Écoute, évidemment, docteur Laurent Alexandre. Encore une fois, je te parle de Asma Mahalla. Et troisièmement, Luc Julia. L'autre, celui qui est sorti de chez Meta. Yann Lequin. Yann Lequin, Ouais. évidemment. Docteur Laurent Alexandre. Voilà. Et puis, tu sais, quand tu. Et dans des gens un peu moins, comment dire, imposants. Enfin, Attends, Frédéric. Ils sont peut-être imposants, mais tu l'es tout autant, et nous le sommes tout autant. Ils ont une exposition médiatique, et ils ont fait un travail qui fait que, ils ont qu'à venir aussi regarder les petites gens, hein? Voilà. Okay, très bien. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. C'était très agréable. Je pense que on a appris plein de choses. Enfin, on a débattu de choses vraiment fondamentales et intéressantes. Pour te suivre, on peut te suivre sur LinkedIn, sur X. Je mettrai tous les sites, m'a servi, voilà. Merci beaucoup. Je remettrai tous les noms que tu as cités et tous les pavés. Et puis, voilà. Et puis, écoutez, si vous voulez venir faire un éléphant noir, n'hésitez pas à me contacter. Likez, inscrivez-vous sur la newsletter pour recevoir. Et on se voit à bientôt. À bientôt. Salut. Merci beaucoup, Hakim. Merci à toi.